Failed to achieve what we wanted the most. Don't scare it! Prevents it fighting over one next fight, but now in trouble. He's feeling himself in here, hollering on stage. He wants one more, and he's gonna get it in trouble. That's my face! Let's go! It's coming in through your the quadrant. It's gonna be a finish now for Kevin. For the first time in history, the fourth consecutive EUSS title. G2 Esports. De retour, messieurs, dames, pour attaquer cette première journée de la 3e semaine. Je suis accompagné de Shaun. Comment tu vas? Yes, ça va super bien, Ellie. Très content d'être là. C'est vrai que ça me fait plaisir d'être sur OGaming, pouvoir caster. Et en plus, les LCS Europe, c'est vraiment une compétition qui me tient à cœur. Et donc, je suis content d'être là. C'est vrai, effectivement, tu es de l'autre côté de l'écran. Là, pour le coup, c'est vrai que tu es l'une des rares personnes qu'on a en France qui ait pu avoir les deux sides, en fait, tout simplement. Le côté coach, le côté analyste et commentateur. Quel côté tu préfères maintenant? Que je préfère, non, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé celui de coach. C'est quelque chose d'unique et vraiment, c'est pour moi un métier qui est vraiment très différent de tout ce que tu peux connaître dans l'e-sport, parce que tu dois essayer d'amener des jeunes en fait à réussir et à vivre de leurs rêves. Donc c'est une autre manière de penser. Il y a d'ailleurs Zab maintenant qui est pareil et je lui souhaite le meilleur. Mais de voir les équipes, juste les juger sur un instant T. C'est vrai, et le jugement va être dur puisque notre match d'ouverture d'aujourd'hui n'est autre que les deux petits poussés des LCS Europe, à savoir H2K contre UOL. Deux équipes qui pour l'instant sont tout en bas du tableau, notamment UOL qui affiche un 0-4 qui est assez dur. C'est une équipe sur laquelle on a pas mal parlé au niveau du pré-show, un mercato qui est difficile, un coaching staff qui pourtant a fait ses preuves du côté de Chippy. On a eu du mal à faire ce sweeping au niveau de la nouvelle metagame. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses toi du nouveau système de runes qu'on a sur League of Legends? Je trouve ça toujours très bien. C'est vrai que nous on est habitués aux runométries de l'époque et puis ça a toujours été comme ça, mais là voilà, on a des possibilités différentes et en fait on voit des métas. Alors très vite on est embêté dès qu'il y a quelque chose qui ressort trop, par exemple le chronomètre de départ, la stopwatch, la fameuse stopwatch qui est donc représente sur la plupart des champions, mais de plus en plus voilà, c'est aussi lorsqu'il y a quelque chose qui apparaît, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut le contrer, comment est-ce qu'on peut penser plus loin que la méta pure, et c'est ça qu'on a envie de voir des équipes avec des nerfs, des buffs, et voilà, même moi je me suis rendu compte que à part que genre ça faisait 7 ans que je jouais à League of Legends maintenant, depuis mai 2011, enfin un peu moins. non mais voilà, qu'on voit la méta évoluer, et là aujourd'hui on voit des chronomètres et on se dit c'est normal, il faut juste s'adapter, les inspirations pareil, d'avoir des items un peu aléatoires. Donc je suis curieux de voir ce que vont faire les deux équipes, sachant qu'en plus il n'y a plus les Relic Shield maintenant. Oui. Sur les ADC, ça va être quelque chose de très nouveau. Ouais, effectivement ça va être un gros switch. On arrive sur le 8.2, alors gros changement au niveau du Relic Shield, au niveau de la méta, au niveau du bot side. On a beaucoup parlé de l'Aftershock aussi tout à l'heure, une rune qui semble toutefois assez forte. On a beaucoup parlé pendant l'émission d'hier avec Mephisto, le coach de la Rock School, qui nous vantait les mérites de cette rune. Est-ce que tu as un avis déjà dessus toi? Ouais, bien sûr, dans tous les cas il y a un champion comme Alistar qui en profite vraiment, et c'est vrai que même je me suis un peu reconverti en support récemment pour pouvoir essayer de jouer avec la Stream Team, et de plus en plus le fait de comprendre comment fonctionnent les supports, on se rend vraiment compte du peu d'impact qu'ont les champions à type poke, les Nami, il y a peut-être Janna qui sort un petit peu du lot aujourd'hui, il y a les Sona, les Soraka. Ça devient très compliqué de jouer parce que tu peux même pas sortir les tanks de lane, alors qu'avant c'était un peu ça la denrée particulière des champions AP, c'était que si en fait ils ne se faisaient pas trop gank, je pense par exemple à une Zyra, du coup ils écrasaient la lane et du coup ils prenaient tellement d'avantages sur leur lee qu'ils pouvaient snowball tout le reste de la map. Maintenant ce n'est plus possible, on a un Alistar qui peut même tenter un trade au milieu de game et qui va régène avec son passif, avec les Relic Shield, avec toutes les runes qu'il y a autour. Donc voilà, ça va être quelque chose de nouveau, mais j'attends quand même une méta en bot lane qui reste orientée sur du Alistar, du Brawl, du Tahm Kench qui est genre assez prisé, Pikuban assez souvent. Alors on parlait des runes de tank, l'Aftershock, il y a une tendance qui se dessine aussi beaucoup, c'est avec l'optimisation glaciale.
Est-ce que c'est une rune qui peut avoir sa place, notamment par exemple sur du Tahm Kench, sur laquelle la synergie est assez flamboyante? Ouais, je l'ai vu passer, mais je sais pas trop comment est-ce qu'on peut l'utiliser, parce que c'est vrai que nous, avec le nouveau patch, donc 8.2, à l'heure actuelle, on a pas mal joué en solo queue, on a pu voir aussi des parties de manière générale à haut niveau, mais c'est souvent au LCS qu'il y a ce côté genre examen, c'est-à-dire voilà, est-ce que du coup ce que j'ai révisé est bon, est-ce que ce que j'ai anticipé est bon, et aujourd'hui c'est un bon match. Alors on a UOL contre H2K, il faut se rappeler aussi que les équipes jouent en entraînement, en scrim contre d'autres équipes. Et puis c'est toujours ce système-là. C'est par exemple, voilà, si tu as un Misfits contre Unicorns of Love en scrim, les Misfits apportent une nouvelle rune, donc typiquement l'optimisation glaciale. Ils vont jouer contre UOL. Peut-être qu'ils vont battre UOL plusieurs fois. Du coup, UOL va se dire attends, c'est vachement fort. Donc du coup, ils vont commencer à jouer avec cette rune. Et du coup, le jour d'LCS, ils vont la porter. Ils vont dire voilà, c'est une bonne nouvelle. Alors que H2K peut-être se sont entraînés contre, je veux dire un nom hasard, G2. Et G2, eux, n'avaient pas vu cette chose, donc du coup H2K ne la voit pas non plus, et du coup le jour des LCS, tu auras un UOL qui est prêt parce qu'il a eu le bon entraînement, alors que le H2K ne l'aura pas. Donc tu auras cette première différenciation, surtout sur un BO1, ça peut être critique. Ouais, c'est vrai que le format BO1 est permis au niveau du cheese, et on sent que l'inspiration au niveau des scrims est très forte. On avait beaucoup parlé notamment la semaine dernière de Splyce avec leur pick Skarner qui a été traîné en scrim et qui avait été volé par les Giants, si je me souviens bien. On a eu une interview de fin avec un duo qui était un petit peu salé sur le fait que ouais, on révèle tout ça, on a un peu brisé l'intimité et le secret des scrims. Est-ce que c'est quelque chose, toi qui as été coach du coup, quelque chose de très important d'arriver à conserver un espèce de mystère vis-à-vis de ce qu'on a travaillé en scrim, ou est-ce que pour toi ça fait partie du jeu aussi que ce genre de stratégie soit révélé? Je pense que ça fait partie du jeu, sincèrement. Tu peux pas cacher un pic de A à Z, parce qu'il faut bien l'entraîner de temps en temps pour vous connaître les limites surtout. Et nous par exemple, moi, ça me fait penser à quelqu'un comme Cabochard, avec qui j'ai fait toute ma carrière de coach, et c'est un joueur qui a besoin toujours d'avoir des pics exotiques, des pics en dehors de la méta pour pouvoir counter et être au-dessus des gens. Et aujourd'hui, voilà, une fois qu'il a envie de train un champion, il faut quand même qu'il joue de temps en temps. Mais l'idée c'est toujours voilà, de pouvoir légèrement le dissimuler pour pouvoir vraiment arriver le jour J en se disant voilà, c'est le pic que j'avais préparé depuis un moment, donc peut-être parfois l'entraîner au début de la semaine est toujours plus intéressant que l'entraîner à la fin de la semaine. Comme ça tu le fais un petit peu oublier et les équipes se disent ok, il le joue plus, donc c'est cool. Une petite stratégie de fromage, pourquoi pas. Alors tu parlais de Vitality, c'est une équipe qui a fait une entrée en LCS Europe clinquante, puisque actuellement c'est un record de 3-1 avec une première semaine sur un 2-0. On a eu un changement de roster quand même très important, on a juste gardé Cabochard du coup de l'effectif natif. On a fait l'ajout de 4 Giants particulièrement énervés. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton ressenti? Est-ce qu'on n'a pas un risque d'avoir un scénario de pétard mouillé, c'est-à-dire une équipe qui commence très très fort et qui fall down par la suite? Est-ce que l'état de forme de Vitality c'est quelque chose qui peut être périn? Comment est-ce que tu vois les choses là-dessus? Je pense qu'ils ont fait le bon mix, même lorsque j'étais coach, je me souviens, donc on a eu la chance d'avoir des Coréens, et c'est vrai qu'on se posait la question, est-ce que c'est bien d'avoir des Coréens qui performaient bien, comme des Uni, des Reignover, ou est-ce que c'est bien d'avoir des Européens qui s'entendraient peut-être plus d'un point de vue communication, qui pourraient plus évoluer dans un même écosystème? Et au final, il s'avère que Vitality pour moi a fait le bon mix en termes de profil, parce qu'aujourd'hui tu recrutes plus les joueurs sur ce système-là que sur son niveau de jeu ou son elo. Aujourd'hui, tu as un joueur comme Cabochard, tu as un joueur comme Gilius qui sont plus des leaders. C'est des personnes voilà, qui ont un certain background, qui ont une certaine expérience. Et de l'autre côté, tu as Mini Troupax, tu as Jizuke, tu as Jack Troll qui sont vraiment des rookies. Alors, des rookies, ça prend avec des pincettes, parce que c'est des joueurs qui jouent depuis très longtemps en solo queue, qui connaissent les équipes sur les niveaux challenger, etc. Mais c'est vrai que d'avoir ce mix-là oriente très bien les discussions, même d'un point de vue screen, d'un point de vue analyse de replay. Toujours, tu peux guider avec les leaders. Les plus jeunes, et puis ce que j'aime beaucoup chez Vitality, c'est qu'ils ont beaucoup d'ego, c'est-à-dire qu'ils sont capables en fait sur scène de dire vraiment on les détruit, on les éclate, et c'est quelque chose que j'ai appris en étant là-bas. C'est-à-dire que lorsqu'on est en France, on a beaucoup de joueurs qui ont de l'ego, mais de l'ego mal placé, c'est-à-dire voilà, je les détruis mais sans vraiment savoir trop pourquoi, et en pensant être le meilleur, alors qu'en fait les Européens qui percent à plus haut niveau, c'est vraiment je les détruis mais je sais pourquoi, et s'ils me battent, je les respecte, je dis bravo, vous m'avez détruit, vous avez été meilleur que moi, mais ça n'empêche que je serai meilleur à la prochaine partie en m'entraînant et en étant partie. C'est une équipe Vitality qui est bien balancée sur tous les points et que je vois réussir moi sur cette saison. Très bien, écoute, on va voir, puisque c'est la 3e game de la journée si je ne m'abuse, Vitality contre Schalke. Schalke, une équipe également qui... Alors, pas encore dans le haut de tableau puisqu'on est sur 2-2 au niveau de Schalke. Ils se sont fait surprendre par Schalke, par Splyce. Oui, par Splyce sur ce fameux base race, si je ne me trompe pas. Il me semble aussi, effectivement, pendant qu'on a Merci Rock à l'arrêt, un petit récap de la week 2. Alors Schalke, une équipe qui peut faire peur. Est-ce que tu as un prono sur le match contre Vitality? Je
pense que ça va être hyper équilibré. Aujourd'hui, on a parlé de The Year of Nuke Duck contre The Italian Stallion. Je pense que c'est un gros match-up en mid lane. Et aussi, on a Upset contre Minitropax. Upset qui est vraiment le prodige pour moi de cette ligue, qui va pour un nouveau Reckless, qui a prouvé sa valeur petit à petit sur les dernières saisons. Mais là, il est avec Vander, un demi-finaliste du championnat du monde. Il est avec toute une phase de top laner jungle mix, sont hyper performants. Donc c'est juste à lui de bien carry. Et vu que là maintenant on est dans une méta AD qui a plus le Relic Shield, donc légèrement plus agressif, avec le choix bouclier de Doran ou lame de Doran, du coup tu peux voir des stratégies un peu plus agressives apportées sur des bonnes bot lanes. Ok, la lane du coup explosive au niveau de ce bot side. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va repasser rapidement sur le match qui nous intéresse, le premier de cette journée, UOL contre H2K. Comme on le disait, c'est deux équipes qui sont en grande difficulté actuellement, que ce soit avec un mercato qui a desservi les deux. Je dirais peut-être plus UOL, vraiment qui pour moi est quand même le très très gros perdant du marché de l'entrée de ce H2K, on sait qu'ils ont fait des réductions de budgétaires, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé suite à plusieurs semaines, mois de négociations avec Riot en disant que voilà, on a besoin de plus de budget, on a besoin de plus d'aide, c'est vraiment compliqué, etc. Et donc tu passes de Febiven, Forgiven, Vander, Odo amené, Yankos même, à une équipe malheureusement qui voit un peu moins de rêve, alors Kaedrel, Sheriff, qui sont des joueurs qui sont certes prometteurs mais qui n'ont pas déjà la grandeur des autres, donc il faut faire avec. Moi, encore une fois, je ne sous-estime pas trop les équipes full européennes avec des jeunes, mais il faut quand même un ou deux leaders. Aujourd'hui, Smithy en fait partie, Santorin en fait partie également, sauf que Santorin c'est très good guy, c'est-à-dire qu'il n'est pas, à mon avis, capable de prendre vraiment l'équipe par les rênes et pouvoir l'emmener à la victoire. Alors que UOL, je pense que peut-être qu'avec Exile, avec aussi donc Cold qui était trashy, on arrive à avoir une équipe qui est très très prête avec un très bon Chippy. Je pense qu'ils peuvent revenir sur ce match. C'est vrai que Chippy est un coach sur lequel plusieurs louanges sont tombées. Un point important pour moi à retenir sur la semaine précédente de UOL, c'est qu'en dehors d'un exilé qui a été transparent, c'est du 0-4 à 4 minutes de jeu, 15 minutes de jeu pour ce mid-laner, le reste de l'équipe avait fonctionné de manière assez décente. Donc aujourd'hui c'est un petit peu le match, écoute, est-ce qu'on peut arriver à confirmer ce bon état de forme de la part des Silence et de la jungle? On va voir en tout cas pendant ici qu'on a un petit replay du match H2K contre Misfit, et Misfit, comme on le disait, qui est l'une des très grosses équipes en forme qui fait vraiment peur. H2K qui avait montré des choses assez intéressantes une fois de plus. On va garder un œil sur eux. Donc cette draft se décante. Camille de respecter pour Smithy, le Galio aussi, un champion sur lequel il faudra compter. On en a beaucoup parlé hier une fois de plus avec Mephisto. Côté H2K, le time change au niveau du bot side, on a beaucoup parlé, les tanks qui sont encore à l'honneur, et ce fameux Nunu. Quel est ton point de vue sur le champion? Nunu est apparu après son buff, notamment sur le sang chaud qui apporte pas mal de boost avec un Azir aussi sur l'AP. Le combo Nunu Azir est un peu trop puissant à mon avis. Donc si on enlève un, ça permet de tamiser un peu. Et on va voir aussi au niveau de cette mid lane entre Kaedrel et Exile qui sont vraiment pas sous-estimés, deux bons mid laners dans l'ensemble. Et on a Zoé, on a Azir, on a Malzahar, on a encore Ryze qui sont présents. Kog'Maw et Ban, je pense que c'est un bon choix. Kog'Maw est vraiment trop fort dans la méta. Et ce sera un Ryze, on l'avait à mon avis vu, mais c'est un champion qui est de plus en plus prisé, non seulement pour sa mobilité, mais aussi sa capacité de catch, sa capacité à survivre. Donc Ryze pour moi est un très bon first pick ici. Et c'est vrai que la capacité de survie, ça va être une échelle très intéressante pour arriver à juger Exilé aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un mid-laner qui est beaucoup mort sur la semaine précédente. Là, c'est le champion par excellence qui a cette capacité de se faire élitreiller. Donc pour le coup, j'en attends beaucoup au niveau de la mid-lane pour UOL. Quant à la réponse H2K, on est parti sur un scénario de pick-up bien assumé. La Zoé, bien sûr, pour mettre à feu et à sang cette mid-lane, la jungle, des rotations et surtout une Caitlyn derrière pour sa pression en lane et surtout sa capacité à follow-up très loin. Il suffira d'un slip. Même à 2000 de range, on a un vrai potentiel de kill pour H2K. Complètement, avec un ulti de Kate, avec un bon trap, peut-être que ça peut suffire. Là, on a un choix de Jace, j'ai l'impression, au niveau de la top lane qui se dessine. Alors, il n'a pas sécurisé. Si, il a sécurisé. Alors, pour moi, c'est pas un très bon choix. Alors, pas en termes de pick, mais parce que quand on a un top laner AD avec un jungler AD, il est souvent très recommandé d'avoir un top laner tank pour justement itemiser avec l'armor. Et du coup, en fait, tu n'as pas à te prendre la tête de savoir si tu dois faire de l'armor ou de la RM en fonction de la game. Juste, tu fais purement de l'armure et tu tankes Egnar et Jarvan avec Tabi. Tu peux tenir et avoir une très bonne phase de lane. Pourquoi pas Jace? Mais à mon avis, il va se faire camp. Il va se faire un peu détruire par ce duo Jarvan-Gnar. Donc on va voir au niveau des premières bans et on a Varus, encore une fois c'est le troisième AD carry qui est subtilisé. Ils n'ont pas encore été pris du côté d'UOL, cette botlane qui va être très importante.
Ouais, le duo Samux Totoro qui fait des choses assez intéressantes tout de même. Oui. Totoro, ancien support des BBQ Olivers en LCK. Un joueur pas forcément encensé du côté de la Corée, de par l'exigence de la ligue, bien entendu, mais un joueur qui a quand même un niveau de jeu qui est très très intéressant. Et Samux, même sans être dans le très haut de tableau en Europe, sachant que des AD carry de renom, il y en a plus d'un. On pense à Reckless, bien sûr, on pense à Sven, parti en exil en NA. Ça reste une duo lane qui peut faire de belles choses et on comprend un peu plus l'emphase. C'est 3 bans contre la DC UOL. Donc cette Xayah, un champion qu'on avait déjà pu voir dans les mains de Hansama sur les semaines précédentes, un champion qu'on pourrait être amené à revoir très souvent. Il reste la Tristana de disponible et c'est vrai qu'au vu de la faculté de burst qu'on a chez UOL, le reset c'est quelque chose qui est complètement permis pour UOL. Ouais, là c'est bien de prendre le jungler. Alors Zach c'est un choix étonnant, pas dans la mesure où le pick est difficile à jouer, mais je sais pas si c'est la meilleure solution, peut-être contre un Ryze, à voir, mais effectivement c'était obligé de prendre le jungler. Et pareil, ça m'étonne qu'il y ait autant de bans ADC là sur cette deuxième phase pour les H2K, parce que dans tous les cas en fait, c'était plus intéressant d'avoir le last pick support, parce que voilà, Totoro va prendre son support après la Tristana, puis ensuite Promiscue va devoir prendre son support. Donc si tu fermes les possibilités et que tu as le counter, vu que Tahm Kench est remove de l'équation, je pense que tu aurais pu avoir une meilleure solution, à voir en tout cas si H2K Attention. arrive à retirer ça. Mais ouais voilà, on a Alistar, regarde la compo de Unicorns of Love est juste incroyable. Elle est très très énervée. Mais il faut savoir une chose chez H2K, c'est que l'une de leurs très grosses forces, c'est la phase de lane au niveau du bot side. Il faut savoir que Promiscue, donc anciennement Spratel, est reconnu pour avoir une phase de lane particulièrement dangereuse. Et en duo avec une Caitlyn, on sait qu'on a déjà une pression bot side qui est très très forte. Ouais. Là je m'attends... Alors, le Braum c'est le choix de la sécurité. On pourrait prendre un counter plus énervé. Ouais, sinon il reste les champions AP, hein, comme Janna ou Lulu à la limite qui pourraient revenir. Un petit trash pourrait être sympa, mais non, ce sera le Braum. Très bien. Bonne réponse à Tristana avec la porte de la montagne. Et une phase de lane, une fois de plus, qui va être assez forte. Un duo Caitlyn Braum sur Alistar, même si c'est très tanky. T'as de quoi arriver à le cesser avec la concussion, Linky avec des trappes. En plus, on a une belle capacité à détruire les grosses front lane avec le passif de Caitlyn. Attention au niveau de ce bot side. Double TP. Grimoire déchaîné. Tu commences avec double TP maintenant botlane sur le Ça se joue heal. Maintenant, attention, changer, mais... les summoners ne seront validés que lorsqu'on les verra en jeu. Ici, il faut savoir que même si c'est présenté maintenant avec un TP, il n'est pas impossible que voilà, pendant le plan où on repasse sur la chaîne et on va rechanger derrière. Mais le double TP, pour moi, il annonce une chose, c'est probablement un double grimoire déchaîné au niveau de ce bot side. Et la stratégie dont on parlait tout à l'heure pendant le pré-show, à savoir jouer désintégrateur de sbire, grimoire déchaîné avec un ADC qui push très fort. La caricature, c'est avec Sivir, mais Caitlyn, ça fonctionne aussi. Ouais. Il y a moyen de mettre sous tour une Tristana. Et on sait que le last hit sous tour avec Tristana, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire au rôle de l'ADC. Clairement, mais la compo IOL fait très très peur. Alors sincèrement, là, tu me donnes cette compo, je sais vraiment pas comment jouer contre. Gnar, Javan, Ryze, tu remplaces juste Ryze par une Orianna qui est peut-être un peu plus forte dans une autre méta, et t'as vraiment une compo hyper dangereuse, parce que non seulement ça a du bon push, ça a aussi du bon split push. Tiens, Gnar est devant, il arrive sensiblement à prendre l'avantage sur son vis-à-vis, sur un Jace. Donc ouais, on va voir comment ça va se situer. En tout cas en termes de winning condition, vu qu'on a Alistar contre Braum, ça va pas trop jouer au niveau de la bot lane. Alors qu'au niveau de la mid lane, on a Ryze contre Zoé. Je pense que souvent c'est la mid lane qui prend l'avantage, qui arrive à faire la différence. On se rappelle la game de Vitality où Gilius a joué Zach à camp comme pas possible, Ouais. Caps, qui l'a mis à 0-1, 0-2, 0-3, et ça a créé un vrai déséquilibre dans cette partie. Donc voilà, Unicorns contre H2K, moi je donne un avantage clair à Unicorns of Love dans la draft, mais ça va jouer sur la mid lane à mon avis. C'est vrai que on en parlait un petit peu pendant le pré-show tout à l'heure. Zoé, en termes de lane pressure, en early, en mid game, ça reste un champion qui est très fort, et on porte la purge d'ailleurs pour KDRL. Alors avoir le choix de rune, on notera aussi pour la duo lane d'H2K le choix du heal et de la fatigue. Alors est-ce qu'on aura un grimoire déchaîné? On va devoir attendre un petit peu au niveau de l'apparition des runes. En tout cas, il faut savoir aussi une chose, c'est que Zach, tu m'arrêtes si je me trompe, mais est le meilleur jungler du jeu en termes de pression mid lane, de par sa capacité de slingshot d'arriver de très loin, et avec une Zoé qui a un énorme follow-up contre un champion comme Ryze qui, on le sait, a cette capacité de s'escape, mais au niveau 6, avec une stopwatch disponible, près 6, on pourra avoir un véritable bain de sang pour exiler. Ouais, complètement. Tout ce que tu as dit est très juste. Et ça va être compliqué pour le Ryze. Alors après, bien sûr, en tant que Jarvan, donc la Cold, il doit savoir que ça va venir. Donc il faut que très vite tu ward autour de la mid lane, que tu décides surtout en fait de ward un côté de la carte. En l'occurrence, là, si tu es Jarvan, alors déjà il y a une invade assez deep. Je pense que le Jace ne l'a pas vu, mais voilà, si tu décides de contrôler le top mid, il faut que toutes tes wards soient placées vers la mid lane et que tu puisses
en fait sécuriser la place de Ryze et qui joue tout le temps du côté gauche, du côté où c'est wardé. Comme ça, il est un petit peu sécurisé et il ne joue pas du côté droit où son équipe peut-être est plus défaillante. Mais comme on a Tristana Alistar, je pense que ça devrait suffire. Ça va être des choix intéressants avec un Jarvan qui pique le red buff là. Ouais, effectivement, c'est bien vu. Alors, logiquement, c'est vu pour H2K avec ce scout à la boulette pour Smithy. La grosse incidence de ça, c'est que la duo lane UOL en fait a l'avantage au niveau du push, chose qui devrait se contrebalancer assez rapidement et on le voit déjà, on commence à rééquilibrer la lane pour Sheriff. Maintenant, ça va être important pour Totoro d'arriver à positionner une ward au niveau de cette rivière, de savoir quel va être le choix post-blue buff pour Santorin. Est-ce qu'on décide de partir en counter jungle? On part sur le Gomp pour l'instant. C'est un Zac qui va avoir un niveau 3 assez tôt et par contre, attention, le tease sur la mid lane, là, le gank niveau 2, directement, pas de knock-up. Il a raté la cleanse, Kaedrel. Ah, c'est terrible. Oh, Kaedrel qui rate la cleanse. Et du coup, il n'a pas eu le temps de bien tempo la cage de Exileh. Aucun flash de disparu pour les IOL, donc c'est vraiment un très bon gank. Là on a juste du farm perdu et Exileh du coup qui prend l'avantage et je pense que je l'avais dit, mais là la mid lane peut faire très mal parce que si Ryze a l'avantage contre Zoé, derrière il peut roam avec son ulti, peut arriver très vite sur le top lane ou la bot lane et avec les bons wardings je pense que Zac pourra pas faire grand chose. Donc ouais, première grosse erreur ici pour H2K. Ouais, ça coûte cher et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du match-up bot. S'il y a un avantage pour IOL, c'est qu'au niveau 6 le dive il est extrêmement facile à mettre en place avec ce Alistar. Et avec un Ryze, avec un TP de la part de White Knight, ça pourrait faire des merveilles. En tout cas pour Santorin, on attend sa première intervention sur la carte après ce choix de Krugs. Du coup c'est un Zac qui est amputé d'un buff et pas n'importe lequel, ce raid très important pour la pression début de game. Notamment au niveau du mid une fois de plus, sachant qu'Exileh récupère le First Blood. On a un Ryze qui est déjà très bien nourri. Maintenant pour Santorin, on se dirige en topside. Est-ce qu'on peut arriver à aller gêner Cold au niveau de sa prise de blue buff? Là, ça va être peut-être un peu complexe. Je pense qu'effectivement, le Zac doit essayer de back, peut-être sécuriser le Carapateur au max. Pendant ce temps-là, au niveau de la bot lane, on voit Samux qui a farm, mais bon, il peut rien se passer. Là, même la Tristana est partie sur un cookie, par contre, c'est assez étonnant. Alors que la plupart auraient pensé à un stopwatch, mais non, Tristana préfère aller sur des cookies. Je sais pas trop pourquoi. La lane, peut-être, on a peur de la Caitlyn. On a envie d'essayer de pouvoir sustain un maximum. Après, j'avoue que c'est la première fois que je vois ça, je vous cache pas. Ouais, c'est pas quelque chose que tu risques en plus dans cette lane. Bon, c'est un choix peut-être qui a été préparé en entraînement, mais effectivement, là, on joue vraiment la sécurité au maximum. Peut-être que ça veut décider qu'on part sur une stratégie vraiment orientée topside, ça peut être communiqué. Si le coach dit, voilà, les gars, on va camp le topside et on va jouer autour, du coup, Samux se dit, dans ce cas-là, je vais prendre des cookies et je vais juste survivre, même si je suis 10 creeps derrière, au moins je meurs pas. C'est vrai qu'avec le port de l'overheal pour Samux, ça aurait du sens. Parce que c'est vrai que l'overheal c'était la rune qui légitimait la présence du double Targon au niveau du bot. Comme ça a été précisé sur l'infographie de début de match, le Targon a été énormément nerfé puisque le heal est diminué de 50% sur les ranges. Avec les cookies, on peut peut-être compenser un petit peu ce nerf. En tout cas, c'est la projection que je ferai pendant qu'on a un Cold qui attend son moment. Attention, ouais, Santorin, c'est un Jarvan double buff. Oh, bien vu de la part de Santorin, là c'est des pinks de bons junglers. Là. Il a senti qu'il s'était fait une veille de ce côté-là, donc préfère enlever la vision. En fait, parfois on peut se dire, bon, c'est juste pour une ward, c'est pas trop grave, pourquoi est-ce qu'il met sa ward? Mais en fait, si, parce que du coup, ça donne pas l'information de ce qu'il fait. Il pourrait très bien être en train de préparer un gank au top, il pourrait très bien partir au bot, on n'a plus l'info. Donc la ping est importante ici, et du coup, on a un Jarvan qui est obligé de repartir vers ses Corbins. Pendant ce temps-là, on a un petit avantage au niveau de la top lane, c'est White Knight qui est presque 10 creeps derrière contre Smithy J. Forcément, un Jace met la pression s'il n'est pas camp. Et j'attends de voir un Jarvan un peu plus présent là ici. Ouais, c'est vrai, puis tu le disais tout à l'heure dans le profil d'H2K, Smithy J qui a un rôle de leader. Et c'est important d'avoir un leader qui est devant. Il le fait bien pour l'instant. Bon going ici, le vers le ciel qui fait des dégâts. Et surtout, reset de lane. On va pouvoir rentrer à la maison pendant qu'on a enfin ses runes. Ouais. Et on est bien sur un double grimoire déchaîné au niveau de ce bot side. Grimoire déchaîné aussi pour la Tristana. Et on a un aftershock pour le Alistar. Le reste me paraît un peu plus simple. On a un Gnar qui part sur Airi alors que certains Gnar commencent à partir sur une rune avec précision, ouais, plus agressive. Donc ça reste un choix supplémentaire. Mais bon, en tout cas la Zoé qui n'a pas trop perdu finalement. Même on a un level 6 contre un level 6, mais sans trop d'écart. Donc ouais, Kaedrel là j'ai l'impression que le Ryze n'a pas eu le temps suffisamment de push la lane pour pouvoir revenir très vite et faire perdre des creeps à Zoé, mais par contre il a récupéré une tire, il a récupéré des objets pour préparer son catalyse, donc ouais, un Ryze qui est bien devant. Ouais, effectivement, on va pouvoir accélérer au niveau du scaling. Attention, Kaedrel commence à être en manque de mana. Kaedrel qui est toujours en train de lane avec son anneau de Doran depuis tout à l'heure. Pendant ce temps-là, au niveau du bot, la pression qui commence à se mettre en place doucement mais sûrement. On n'a pas vraiment réussi à poser beaucoup de dégâts sur le bâtiment du côté de Sheriff et de Promiscu. Il va falloir changer cette tendance et surtout avancer la vision. On voit le positionnement de cette lane très poussy.
On n'a pas de vision au niveau du tribush et surtout on n'a pas l'information sur Cold. Cold d'ailleurs qui va pas tarder à bénéficier de son timing de Cataclysme. Et on sait à quel point un Jarvan Electrocute avec son ultimate fait de dégâts. Ouais, là c'est difficile pour la Caitlyn parce que c'est vrai que Braum en fait ne sert strictement à rien dans ce genre de situation. C'est-à-dire que Alistar peut combo à tout moment, Caitlyn n'a aucun moyen de l'échapper avec le filet, parce que soit elle filet pendant le combo, mais du coup elle va se faire attraper, et du coup le filet et deny, et ça devient trop compliqué. Soit du coup on a une Caitlyn qui est obligée d'attendre le combo, puis de filet, mais pendant ce temps Tristan attend de jump in, etc. Il y a un Braum à pas mettre un Q-spell, et donc Porte de la Montagne, c'est compliqué. D'ailleurs pour Porte de la Montagne, parce que Nono je sais qu'il me l'a dit, c'est le... attention parce qu'on a un trade. Ça tape. Hein. Mais le E en fait s'appelle Incassable. L'incassable? Ouais, ça s'appelle L'Incassable parce que Unbreakable. j'ai joué pas mal de games de Braun récemment et on jouait avec Nono et pourquoi tu l'appelles comme ça me fait marrer. Et du coup ouais, c'est la Porte de la Montagne mais le spell s'appelle Incassable, donc je te laisse libre Ellie de décider quel est Merci ta nomenclature. de ta précision. mon ami Sean, c'est directement en rotation à 3 au niveau de cette top lane. Là, Smithy G, backup par Santorin et Kaedrel. On veut cette première tour de la partie et ça va vite avec un Jelson, c'est sur l'hypercharge. Attention ici à cette gate. White Knight qui encaisse pour l'instant tant bien que mal et ce bâtiment qui prend tarif. Ouais, on ça essaie coûte de cher. compenser en cross map. Oh là là, ça coûte super cher. On a un TP de la part de Ryze ici si je me trompe pas pour essayer de venir en backup. Mais déjà, voilà, forcément, mauvaise priorité de la part de Cold. Oui, il a certes fait un gank au top, il est bien positionné un peu plus tard, on l'a vu lorsque Santorin a mis la Pink Ward, mais là, il devrait contrôler le top side, on n'aurait pas laissé un Jace libre autant. Parce que sinon, dans ce cas-là, moi je me mets à la place de White Knight, j'ai envie de dire à mon coach, bah, pourquoi est-ce que moi je joue pas Jace? Apparemment c'est si simple, je fais que push H24 et je gagne et je prends la tour. Là ouais, on a besoin d'une punition de la part du jungler qui n'est pas le cas. Donc Smithy J est en train d'avoir une excellente phase de lane et à mon avis il va prendre un énorme avantage pour H2K sur le top side de la map. Ouais, c'est vrai, effectivement, et c'est un Jace qui part en BRK. Attention à la compensation cross map peut-être pour Cold. Ça sert à rien ce que fait le Jarvan, malheureusement. Ellie, regarde, tu vois là, le Jarvan on le voit sur la minimap, il est juste en train de se balader. Et il y a Braum qui est en train de TP si je m'abuse. C'est bon, ouais, c'est cancel. Oh ouais, encore heureux. C'est oh cancel. Oui. C'était osé quand même comme TP. Ah, on porte ses balls en Europe, hein. Okay, on a appris de ses erreurs du split précédent, on en a marre des games qui durent 1 heure sur lesquels il ne se passe rien. On tente, pas forcément toujours avec on va dire l'application la plus propre, mais on essaye et ça paye là pour UOL. C'est une première tour de la game contre toute attente et un Samux qui va bénéficier en solo des 650 gold. C'est compensé cross map certes, mais décalage et du coup avantage pour UOL déjà. 1K2 d'avance à 9 minutes de jeu. Oui, c'est vrai qu'il faut noter que Sprattle n'a pas TP sur le bon creep. Parce que normalement tu TP sur le creep qui a l'aggro, comme ça tu peux tanker. Et il a TP sur un creep à côté. Peut-être que c'est celui qui préférait le plus. Ah bah il s'appelle pas la Sprat pour rien. Attention, attention monsieur Sprattle. On le connaissait Promise Q mais pas Promise TP. Donc voilà, pour faire un petit jeu de mots rapide. Ça c'est fait. Un petit jeu de mots, mais non, mais c'est vrai que c'était une action qui aurait pu être bien plus bénéfique. Et je pense que peut-être que si ça avait été mieux géré, du coup on aurait eu la tour plus vite parce que le creep ne serait pas tombé, donc on n'aurait pas attendu la prochaine wave, donc on aurait eu la tour et les 650 gold. Donc attention, ce genre de petite erreur micro peut coûter très cher là pour les H2K. Ah bah si on lance autant la phase de lane de Sprattle, c'est parce qu'effectivement le reste est contestable pour l'instant et on en a la preuve là-dessus. C'est Caitlyn Braum qui en fait perd sa lane tout simplement. Alors oui, il y a eu de la pression de la part de Cold, oui, on a dû forcer un TP au niveau de la top lane, mais chose faite, c'est une Caitlyn qui ne réussit pas son early game et on sait à quel point une Caitlyn va se faire rattraper en termes de spike par une Tristana. Déjà, rien à partir du niveau 6, Samux avec son Buster Shot, il n'y a pas grand chose qui arrive à trade. Oula, attention ici. Ah, le flashing de Totoro, c'est bien fait. La stopwatch pour temporiser Totoro. Volonté de faire, le coup de tête peut-être, non. On va se replacer, on amorce, on disengage cette phase de jeu. Ça c'est pas très bien joué de la part de Kaedrel, il faut toujours flasher un Alistar après qu'il ait fait son Z, comme ça il ne peut pas être en range, ou dès lors que Alistar utilise son flash Q, donc tu le vois, tu as quand même une milliseconde avant que l'atomisation apparaît, là tu flashes, mais tu ne flashes jamais avant, parce que dans ce cas-là, Alistar peut juste te flash Q et te ramener avec ton Z. Heureusement que Riot a mis en place les chronomètres de départ pour pouvoir compenser ce genre d'action, mais là Kaedrel sur un patch, sur la saison 7 serait complètement mort là il dit. Ouais, effectivement Kaedrel en difficulté, Xilé qui est en forme au niveau du farm. C'est des erreurs que tu dois pas voir au LCS, c'est ça. Clairement, on n'est pas dans le bas de classement pour rien pour H2K. Après bon, on peut encore tirer son épingle du jeu, on attend les bons slips pour Kaedrel, on attend surtout on va dire un step up au niveau du farming, puisque Exilé, force de son first blood, c'est une vingtaine de creeps d'avance, et sur un Ryze qui a une tire très tôt dans la partie, on s'en souvient avec le back au grimoire déchaîné qui fait beaucoup de bien, c'est un Ryze qui va pouvoir complètement donner le tempo dans cette game. Là où chez H2K, on est censé pouvoir jouer la lane pressure et surtout jouer une entrée dans le mid-game qui est censée être très très forte avec la Zoé notamment. Ouais, surtout tu as parlé du Ryze, mais Mercure et Negatron maintenant, donc tous les ganks
de Zoé et Zach ne lui feront plus d'effet. On tente ici peut-être quelque chose avec Totoro, mais non, il n'y a pas besoin. Mais la pression est vraiment IOL. En fait, si tu te permets de faire ça avec ton Alistar à 11 minutes de jeu entre la tour T2, enfin T1 mid et T2 bot, c'est vraiment que tu es très très bien dans la partie et que tu as peur de personne. Donc ouais, là j'ai peur que IOL. J'ai peur que H2K est en train de complètement succomber petit à petit. Il manque juste plus qu'il y ait un swap lane qui se fasse. Gnar peut très bien tenir contre Caitlyn et Braum. Attention ici peut-être l'action avec Exile, mais voilà. Je disais que il suffit que là, Tristana push la prochaine lane, aille au top, continue à push, le Jace peut rien faire. Et là, tout l'avantage du Jace va disparaître. Il faut que Santorin fasse quelque chose sur cette top side. Ouais, Santorin, effectivement, on doit se réveiller là. On a le Cinderhulk en poche, on arrive à avancer la vision. White Knight qui a pris l'information, il me semble, sur cette ward de posée. On va jouer full tank. Pour White Knight, c'est le joueur sacrifié, tu en parlais, Smithy G qui le body complètement par le manque de présence de Cole. Un Gnar qui a rush Tabinja et derrière, on semble se diriger directement vers une optimisation un peu plus très très tanky. Est-ce qu'on n'aurait pas un manque de DPS pour UL avec ce shot de stuff? C'est une bonne question. Je pense que dans tous les cas, il ne faut pas chercher trop la fight avant que Tristana ait ses deux items. Caitlyn peut-être a besoin d'un troisième item vraiment, mais Tristana, je trouve que c'est très très fort parce que IE est statique. Donc, bon, évidemment, après avec le Rapid Fire Cannon, ça va plus vite, mais bon, je pense que là, les deux équipes se regardent un petit peu trop dans le blanc des yeux. On pourrait aller chercher un héros de la faille là. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus au LCS. Mais là, c'est vraiment straight farm pour farm. Et donc H2K limite se sent satisfait de se dire, bah voilà, on est vraiment derrière. On est en train de perdre toute la pression sur toute la carte. Santorin n'a pas fait un gank depuis le début de la partie. Mais pourtant, l'écart n'est pas si élevé que ça, donc on n'est pas si mal. Ouais, c'est vrai, bonne rotation pour UL là sur cette T1 mid. Samux, est-ce qu'on arrive à trouver la bombe? C'est chose faite. Le max stack et l'explosion qui va cliff sur deux joueurs en plus. Quelques points vite grattés. Et c'est vrai que la top lane est complètement abandonnée pour l'instant de part et d'autre. On laisse Smithy G dérouler son jeu tranquillement. Attention au Jace qui va revenir à son timing BRK. Et surtout attention à ce héros de la fight, tu en parlais. Totoro justement au contrôle de topside de carte accompagné d'un call. La pression mid qui se maintient. L'inébranlable ébranlé sur cette phase de jeu. Et la bombe encore qui fait de lourds dégâts. Attention tout de même exilé dans le rouge. Et White Knight, le double jump ça c'est bien, ça c'est très très bien qui est fait. White Knight justement qui va essayer de chercher l'aggro pour essayer de bait au maximum. On a un TP, il y a beaucoup de TP, il y a peut-être Braum, Caitlyn. Et voilà, ça c'est ce qu'il fallait faire depuis le début je pense. Cold, Smithy G, attention le burst sur le cataclysme et Cold pour le deuxième kill de la part des UOL. Même si la temporisation était intéressante et le TP de Promiscu inspiré, sans succès et surtout pas de compensation cross-map pour H2K. Non, tu peux strictement rien faire. Je pense que la partie est vraiment pour IOL là dans cette game, Eddie. Genre, déjà la compo est beaucoup trop forte, surtout en mid-late game. Tu vois, tous les 5 champions sont vraiment très très forts. Un Jarvan peut très facilement zone tout ce qu'il y a autour. Et suivi du follow-up Gnar Rise, tu as non seulement le split push, mais tu as aussi la phase de teamfight avec les doubles TP. Un peu abasourdi là par ce que propose H2K. Alors après, est-ce que c'est la faute de Adra, est-ce que c'est la faute de Santorin qui a pas gank? Parce qu'on a un Smithy J qui a réussi à faire son premier gank, première bonne phase de lane. Pour moi, au niveau de la draft, c'est un choix qui est ambitieux, hein, clairement, de jouer à une pressure comme ça, mais il y avait de l'idée. Là où il y a un grain de sable qui s'est logé dans ce beau rouage H2K, c'est les niveils de Cold au niveau 2, enfin, non, au niveau 1 même, puisqu'il a start sur le red buff de l'adversaire. Red buff into Raptor, on ampute Santorin toute la partie haute de sa carte, et du coup on a un Santorin qui est en permanence en réaction, et surtout, on sait par élimination pour UL environ où se situe le jungler, et sachant qu'en plus derrière on a eu un très bon gank de Cold sur la mid lane, sur une misplay de Kydred qui débloque le first blood, on perd cette pression en early game qu'on devait avoir pour H2K avec cette Caitlyn, avec ce Jace, avec cette Zoé. Et c'est vrai que maintenant, sans un avantage au gold en early game de valider, eh bien on est en permanence en retrait. Et sachant que, comme tu as dit, il y a un vrai différentiel de scaling. Ouais. Pour moi, si UOL ne fait pas d'erreur dans l'application de son plan de jeu, leur game est déjà quasiment remporté. Ouais, là on a juste besoin de push le mid, de libérer cette tour du mid, donc de respecter l'engage de Zach. Juste check sur les corbins, là on a besoin d'un Jarvan qui aille check sur les corbins ou d'un Totoro sur son Alistar également. On récupère le héros de la faille, puis ensuite on peut aller contrôler, parce que le dragon à mon avis va respawn dans à peu près 2 minutes pour essayer de partir vers le bot. T'as 2 dragons déserts, à chaque fois que tu back tu reviens d'une rapidité assez exceptionnelle. Donc je pense que voilà, il faut juste essayer de sécuriser ça, communiquer pour que Exileless soit présent au cas où si nécessaire, mais là la partie Ailey me semble assez bien entamée. Ouais, c'est bien fait là quand même sur Samux, là Sheriff qui trouve de bons dégâts, le rebuff qui permettra de régénérer et ce fameux overheal qui fait son petit effet également. Attention Santorin, le jump in c'est raté, le fling shot également, Herald validé pour UOL qui fait pour l'instant une game sans faute ou quasiment 16 minutes de jeu.
On a une Tristana qui est au-dessus du farm parfait. On a un Ryze qui a pu stacker sa tierce, qui bénéficie d'Abyssal. Et on a ce Herald pour avoir toujours l'ascendant au niveau de la prise de bâtiment. Et surtout 2K Gold. 2K Gold d'avance. C'est une Tristana qui a déjà son IE. Ouais, là il faut juste forcer un peu la tour du mid. Je vois bien un Ryze qui push et qui décale sur la tour du mid, puis ensuite tu récupères le dragon, tu back, puis ensuite tu refais une session où tu utilises le héros de la faille sur le top ou le bot en fonction de la stratégie qui peut être l'une comme l'autre, mais les sessions de jeu, les sessions de macro sont assez évidentes d'un point de vue OL. H2K, théoriquement, si H2K joue contre une bonne équipe, ils peuvent rien faire là maintenant. Donc s'ils arrivent à punir une erreur, tant mieux. Il faut que ce soit éventuellement Santorin qui soit à l'aube de ce projet. Ouais, attention, le portail transdimensionnel, Totoro qui va flash in, bon pulverize, flash out de Promiscuous contre complètement raté pour Santorin qui se fait punir instantanément avec une superbe cage et une phase de burst pour exiler. Cette phase de jeu, c'est une T1 mid pour UOL. Attention de la Kaedrel qui peut faire très mal ici. On arrive à toucher avec sa mux. Oh là là, il y a quand même beaucoup de dégâts. Xylee est avec la dernière auto, super. Ça c'était super important de la récupérer. Et maintenant on va pouvoir utiliser un héros de la faille soit au top soit au bot avec le dragon désert. Je pense que c'est le prochain plan. Mais voilà, c'est ce dont on avait besoin. Pas hésiter quand on est un petit peu devant à forcer l'engage en disant bien et en communiquant bien avec ses alliés. Les gars, on n'est pas là pour all-in, on est juste là pour essayer d'embêter et un peu de casser le rythmique de la game. C'est ce qu'a fait Totoro avec Xylee, donc c'est une bonne action de la part du UOL ici. Ouais, c'est bien fait effectivement. Et honnêtement, l'équipe a fière allure aujourd'hui. Xylee semble remis de ses méandres de la semaine précédente. Les side lanes continuent de faire un travail qui est tout à fait décent, même si pour White Knight, on a forcément une trentaine de creeps de retard. C'était expliqué, c'est un Jace, c'est un counterpick sur Gnar et on n'a pas eu de pression topside. Bref, pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes. Avoir la transition sur le mid-game et surtout avoir la finition. On sait que c'est peut-être la chose la plus dure à faire dans League of Legends d'aujourd'hui, c'est arriver à finir ces games. C'est ça, d'ailleurs la statistique qui m'avait assez impressionné, je l'ai relayée sur Twitter il n'y a pas longtemps, et que quand tu es devant à 15 et 20 minutes de jeu, tu as 50% de chance de win. C'est assez fou. Hein. Dans toutes les games qu'il y a eu en LCS, EUN, LCK et autres, si t'es devant à 20 minutes, t'as 50% de chance de gagner, c'est quand même incroyable dans cette méta. Attention, ici on a un bon flash de la part. Non, on a eu un flash. Oui, on a eu un flash, bien sûr. Slingshot qui va connecter pour Santorin, bonne prestation là-dessus. Le shield, le let's bounce, raté. Malheureusement, Santorin qui s'en mêle les pinceaux et Xylee qui continue de danser face à ses deux adversaires. On trouve une cage, on trouve un turn, on continue de bourrer sur un Kaedrel qui trouvera un slip. Est-ce qu'on peut arriver à voir l'astropong? Oui, c'est chose faite. Kaedrel ici qui se met en avant. On arrive à mettre à terre Xylee, mais pendant ce temps-là, la compensation ne s'est pas fait attendre. Ce héros de la faille sur la T1 top. Ouais, super. Ça, c'est ce qu'il fallait faire. Bon, le mouvement de Xylee était un peu une erreur, d'autant plus qu'il avait un flash. Alors, certes, il pouvait pas flash sur le slip, mais il aurait pu peut-être respecter ça un petit peu avant. C'est un kill qui ne coûte pas grand-chose. C'est juste 300 gold qui sont récupérés. C'est même pas une interruption, c'est pas un dragon, c'est pas une tour, c'est rien. Quand c'est un kill comme ça, bon, c'est une erreur. Tu réprimandes le joueur à la fin de la partie en disant ça, mec, il faut que t'arrêtes parce que ça sert strictement à rien. Mais ça ne change rien à l'heure actuelle. Les UOL font une bonne opération dans l'ensemble. On va revoir cette phase de jeu avec un slip flashé raté. Xylee qui a été très solide au niveau de son positionnement. Ouais, là l'ulti de Santorin par contre. Ouais, Santorin c'est terrible. Hein. Derrière on continue de kite un maximum. Et là tu dois flash le slip. Sur ça tu dois flash le slip en fait. Là tu dois flash. Ça. Ouais, effectivement. Xylee qui pêche un peu par bon état de forme on va dire. Après bon, c'est le genre de move qui pour moi il faut tenter. Sachant que comme tu l'as expliqué, c'est pas un kill qui a une si grande incidence que ça. C'est pour la confiance, pour le mental d'un joueur, surtout toi qui as été coach là-dessus, c'est quelque chose qui me semble très important. Ouais, bah c'est ce que fait Jizuke, hein, très bien. Hein. C'est l'exemple même actuel dans la méta. Qui a pas peur de jouer agressif, et puis surtout c'est une communication encore une fois, hein. On voit les moves de manière séparée, Riot n'a jamais publié les communications des joueurs, ce qui est tout à fait compréhensible, mais si son équipe dit mec mets la pression au bot parce que nous on est en train de tout prendre au top, du coup il va jouer relativement un peu trop agressif, quitte à mourir, bon et là dans ce cas là c'est pas worst case scénario entre guillemets, mais si son équipe prend la tourelle au top, prend le contrôle des wardings, prend le contrôle du Nashor et que lui meurt, bon bah c'est limite un Tryndamere quoi qui split push et qui attire tout le monde vers lui, donc pourquoi pas faire ça, mais là Xylee aurait pu survivre. Ouais, effectivement, derrière on accélère pour UOL, deuxième dragon des vents de disputer, sans contestation. Côté H2K, attention à ce dragon des vents. On sait que sur le plan macro, ça apporte énormément sur la prise de vision, sur le setup des engages. Sachant que les engages pour UOL, alors oui on a des armes avec ce Jarvan et avec ce Alistar, mais ça reste des engages relativement téléphonés. On n'est pas non plus sur un Horn qui va pouvoir vraiment go in à 2000 de range. Il faut pouvoir avoir les flashs de disponibles, et ce dragon des vents ça reste quand même un sacré atout. Ouais, moi j'adore le dragon des vents, vraiment, hein. Je trouve qu'il est très sous-estimé. Vraiment je mets en premier d'un point de vue global l'infernal, en deuxième je mets le dragon désert, et ça je l'assume. Troisième montagne
4ème Océan. Par contre, en early game, effectivement, l'Océan est excellent. Et ça, je pense qu'on Oui. le sait tous, parce que du coup, tu peux trade et tu peux régène pendant la phase de lane. Mais en fait, le Dragon Désert, quand tu es une bonne équipe, c'est juste que quand tu back, tu reviens très très vite sur la lane. Et du coup, tu ne laisses aucun moyen à l'équipe adverse de respirer. C'est-à-dire que toujours elle est sous pression, à peine tu as fait une bonne action, elle push la wave, tac, t'es déjà là sur la carte. Alors qu'un dragon des montagnes, bah, si t'es devant, bah, t'es censé gagner. Et si t'es derrière et tu récupères un dragon de la montagne, bah, tu peux jamais toucher une tour, tu peux jamais toucher un monstre neutre. Donc à quoi ça sert d'avoir un dragon des montagnes? À quoi un dragon des airs, potentiellement, si tu te fais poke, tu reviens vite de la base. Oh, attention, attention White Knight, ça flash out, punition, promiscue, super ultimate pour se replacer. Oh, bien le fait. Q-Spike qui connecte, derrière un Ace in the hole, les Speedy regarde. DJ qui continue de bourrer. Mais regarde sur la minimap, c'est ce qu'on disait, la White Knight qui va sûrement tomber, on laisse le kill à Speedy J, mais pendant ce temps là, voilà, c'est Ryze qui est en train de push la niveau autour, à la tour du bot, on a Tristana, Jarvan, Alistar à la tour du mid, et donc c'est pas mal pour H2K, ils ont récupéré un kill, ils ont récupéré une tour, mais à quel prix? Et c'est ça en fait quand t'es derrière, c'est que t'es obligé en fait de faire des subis le concessions, rythme. mais qui sont du coup pas forcément très très bonnes, donc ça fait 2 tours à 1 avec un kill, bonne opération. Là tu vas tenter de faire un petit sandwich, voilà, ça Oh, peut être oh. du poulet, ça peut être du thon, mais dans tous les cas tu veux attraper du H2K. Derrière si tu récupères un kill, tu contrôles le Nashor, ça peut coûter très Ah cher. là là, le Alistar Jarvan fourré au Jace, on le connaît bien celui-ci. Turn pour Smithy G, on va tenter de faire un maximum de dégâts, on va tenter de gagner un maximum de temps. Mais au milieu de ce cataclysme, la porte de sortie lui était interdite et Ouais, Cold super. pour son 2e sang dans cette game. UOL, 4000 gold d'avance, double dragon. 5 tours à 2. En dehors de ces 2 kills de laisser de concéder de la part de White Knight et de Exilé, Oh. on est sur une game quasiment parfaite et on n'arrête plus. Et attention, on va stun. Non, c'est peut-être bien fait parce que là on aurait pu avoir le deny avec Totoro. Exilé qui arrive là-dessus, attention Santorin, on a un flash out instantanément, est-ce qu'on follow up? Non, on va s'arrêter ici, mais on apporte sa marque, on apporte la vision, Kaedrel qui tente de sanctionner sans grande conviction la Warmog sur Code qui permettra d'annihiler cette phase de poke, et les UL une fois de plus qui prennent le contrôle autour de ce Nashor. Attention, on est à 23 minutes de jeu, on a une Tristana qui a triple item, on sait que le Nashor il tombe très vite dans ce genre de situation. Ouais, la Caitlyn aussi est pas si mal que ça et on a déjà vu des games où la Caitlyn arrive à revenir un peu dans la partie avec son range justement pour les ennuyer. Le slip qui ne passe pas ici de Kaedrel, ça aurait pu être très intéressant. Là, si Samux prenait cher, oh c'est bien fait de la part de Sheriff avec l'ulti, ça peut être le kill. Oh là là, non ça s'en sort à rien du tout du côté de Samux. Mais effectivement, voilà, pas sous-estimer une Caitlyn, plus elle arrive dans le late game, plus c'est intéressant, avec en plus la nouvelle méta où les games durent environ 40 minutes, si genre je suis gentil, et bah du coup on a une Caitlyn qui commence à être C'est- hyper intéressante. C'est la moyenne, 40 minutes de temps de jeu, que ce soit Europe, Corée ou NA. On a 3 minutes d'écart, il me semble, au maximum entre ces 3 ligues, et tout tourne autour de 40. Sachant que, un peu contre toute attente, la ligue la plus rapide de ces 3-là, c'est l'Europe. D'accord. Assez étonnamment, après il faut dire que la Corée a été un peu biaisée avec ce fameux Escality Dinner de 94 minutes. Et Zab, avec ses games d'une heure aussi, a un peu ralenti les games NA, mais c'est l'Europe aujourd'hui la ligue qui va le plus vite. Et qui va le plus vite et on va pouvoir peut-être le prouver sur cette rotation des UOL. Il suffit de regarder pour savoir le prochain move. Les lignes de tour, on a pris toutes les T1 chez UOL, on a pris toutes les T2 sauf la tour du top. Donc la direction et la stratégie doit être vers le top, donc on positionne des wards, on contrôle le Nashor. Exilé à tout moment avec un TP peut venir join la partie et faire la fête. Donc pour l'instant l'opération est bonne, on n'arrive pas à dodge ce slip. Ouais, un Mais petit là, peu je de pense qu'il y a dégâts. plus de dégâts. Oh, les Mercure abyssal, hein, ça fait quand même un sacré travail malgré le combo d'item de pénétration flat dont présente Kaedrel, à savoir Liandry plus bot de sorcier. Ce n'est pas suffisant, il faudra attendre un bâton du vide pour véritablement que cette Zoé soit intimidante. Attention ici Santorin pour un Instinct Shot directement, le smite sur le red buff, c'est validé. Belle opération là sur cette tentative d'invade, mais pendant ce temps là l'hémorragie bot se perpétue. Shones. Ouais, là il est obligé de un peu sauver les meubles à KNRL, il est obligé de clear wave contre le Ryze, mais le problème c'est que petit à petit le Ryze grignote, parce que c'est lui qui a la pression à l'heure actuelle. Surtout KNRL n'a plus la clean s'il est parti sur un TP, forcément, parce que du coup s'il y a un Nashor il est obligé de match, c'est l'avantage aussi du grimoire déchaîné maintenant. Le Nashor qui est tenté, mais peut-être un peu trop hâtif. Sans sa mug c'est dur quand même. Hein. Bah ouais, ça m'étonne d'ailleurs qu'il Oh ait, là, attention la cage, ou Exilé qui est en confiance. Ah Hein. mais la tour va tomber. La tour va tomber petit à petit et puis même on rappelle que les split push AP, leurs auto-attaques sont valorisées avec l'AP qu'ils ont. Donc s'ils font des auto-attaques sur les tours, ça fait très mal. Moi, je me souviens, il y avait un replay qui m'avait assez marqué qu'une Syndra faisait plus de dégâts qu'une Caitlyn sur une tour parce qu'elle avait beaucoup d'AP. Et là en l'occurrence, Exilé est très bien avec son Zonia. D'ailleurs, je m'attendrais à avoir un exir de sorcellerie pour Exilé qui renforce cette capacité à faire des dégâts sur les bâtiments. Et c'est vrai que là, on aurait pu gagner peut-être un petit peu de temps. Après, on n'est pas pressé hein, pour UOL, une fois de plus. On est censé avoir le scaling. On est censé également avoir en fait, le split push avec la présence de ce Ryze.
Maintenant le tout c'est bien setup ce Nashor et ça force le flash in directement. Colt qui va très loin, pas de follow-up pour le moment, le combo qui va être bloqué, Totoro qui flash in, ça va passer, attention aux dégâts bruts, pas de carry pour le moment. Trop loin. Ouais, beaucoup trop loin, attention parce que là on a dépensé 2 flashs pour rien. Souvent, si tu dois faire un combo d'Alistar qui est en range d'un flash plus de ton combo, c'est que c'est pas un bon combo. Parce que ça veut dire que personne peut te suivre à part toi. Et là en l'occurrence pareil pour le Jarvan, il a fait un condemn qui était un combo pardon avec un cataclysme qui est beaucoup trop lointain. Donc c'est dommage. Parce que du coup là on n'utilise que le flash de Braum et la période où peut-être le Jarvan aura pu surprendre ou l'Alistar aura pu surprendre est désormais terminée. Et vu qu'on n'a pas de grimoire déchaîné sur ces 2 champions, on a quand même un cooldown de 5 minutes qui reste non négligeable. Là il reste que à récupérer à mon avis le 3ème dragon désert Ellie avant de redémarrer une situation en Nashor, mais la game du coup qui se rapproche de plus en plus des 40 minutes. Eh oui effectivement on se rallonge, attention à cette Caitlyn, hein, tu en parlais Sheriff, triple item de terminé, le fameux spike de cette Caitlyn, quand même une bête de retard hein, par rapport à Samux qui bénéficie drastiquement de ses global gold puisqu'on est sur un KDA nul actuellement pour la DC des UOL. Maintenant voilà, le mal est fait, 3ème dragon des vents, Exilé qui reprend son split. Et d'ailleurs on fait un choix intéressant chez H2K, j'ai l'impression qu'on envoie le Jace pour tenir face au Ryze. Ouais pourquoi pas, c'est vrai que la Zoé se dit que ce n'est pas possible, le Jace a un X-Drinker. Pourquoi pas après tout. Je vois aussi que le Ryze n'a plus son Zonia là pendant quelques secondes, c'est-à-dire qu'il l'a utilisé précédemment. Voilà, SmithJ qui tente le trade mais c'est un level 15 contre un level 16. Je sais pas trop si ça va suffire, Exilé est quand même très dangereux en termes de dégâts. Et puis il va pouvoir légèrement sustain ensuite. Il va falloir respecter ça, mais voilà. Alors, par contre, Alistar, quand il a 3 dragons désert plus mobilité, c'est vraiment une Formule 1 et ça, c'est hyper excitant. Ah, ça va vite, ouais. On a hâte de voir le retour du timing de flash pendant qu'on a 3 joueurs H2K mobilisés au niveau de ce bot side, dont 2 qui évoluent tout de même dans l'ombre à UOL qui n'a pas encore fait si. On fait ce call Nashor, la tour, la T3 au bot qui vient de tomber. Pas de vision pour H2K autour de l'objectif et la défense quand même qui va s'avancer là pour Promiscue. Faut pas le faire, voilà, c'est bien fait de la part de UOL. Encore une fois, Exilé a la priorité sur le bot side de la carte. Jace n'arrive pas à tenir, Zoé n'arrive pas à tenir. Donc on est sur un low risk, high reward. Alors que de l'autre côté, si on tente le Nashor, on est sur un high risk, high reward. Mais qui du coup n'est pas du tout nécessaire à l'heure actuelle. Exilé va pouvoir s'en sortir dans tous les cas avec son Zonia ulti. Il y a un Séraphin rien à craindre. Il y a un Séraphin tout à fait, Ellie. Donc là, il faut juste pas trop grid, respecter que son équipe parte au Nashor à nouveau, on contrôle le Zac et là ça peut être une belle opération. Je pense que ce n'est pas repéré celui-là à l'heure actuelle. Non, pas effectivement. La ward de contrôle à l'instant de la part de Promiscue. Attention à Santorin, niveau 13 contre niveau 13 au niveau des jungles et on va reset. Voilà, une fois de plus. On a le Krat Totoro toujours présent sur le dos, prêt à cancel ce slingshot. On va reprendre le contrôle des carapateurs et on va désamorcer cette phase de jeu. Les UOL, écoute, qui sortent une game tout en contrôle pour l'instant. Ça c'est très bien, vraiment encore une fois c'est un BO1 désormais au LCS. Donc si on fait une aussi bonne partie dans l'ensemble bien sûr en early game, il ne faut pas se trop au Nashor. C'est vraiment non seulement pas nécessaire mais aussi manque de professionnalisme. Donc là on préfère ne pas grid. Alors ne pas grid là on perd une tour au mid donc c'est pas forcément une bonne option. Mais il faudrait plus préparer, c'est pas normal que le Braum et le Zac puissent avancer aussi vite. Lorsque voilà, on a un Alistar qui peut combo etc. Mais ça coûte aussi le fait qu'il y ait l'engage sur Braum un peu plus tôt. C'est ça. Et en fait on n'a pas les flashs. Donc du coup Zac n'a pas forcément peur d'une engage qui est trop lointaine. Et du coup on se permet de faire autre chose. Donc là voilà, il faut acheter 5 pinks. Il faut avoir des trinkets rouges. On en a 2 pour l'instant, c'est super de la part de UOL. Tu ward très deep. Et une fois que tout ça est prêt, tac, tu vas très vite au Nashor. Mais il faut pas chercher à faire le Nashor. Il faut soit chercher à récupérer l'Inibobot avec le Ryze, soit Ryze qui fait un TP. Et là on fight. Ils sont devant les UOL. Il faut fight. Avec le Dragon Désert ça peut aller très rapidement. Avec un Ryze qui TP, c'est limite une upguard. Donc ouais, il y a une autre option là que faire le Nashor et split push. Attention la BRK qui est activée, SmithJ, on va tenter le 2v1 sur Exilé, le knock-up. Plus vraiment de contrôle pour cancel. L'ulti, attention, l'Astropon quand même qui a fait de lourds dégâts. Exilé qui continue son 1v2. On a le Séraphin, ça va être activé instantanément. Attention, également un Kaedrel qui prend énormément de dégâts. Le stick. Bien side step. Exilé qui enchaîne les plays de flash directement. Superbe stopwatch. Exilé qui temporise et qui joue avec les nerfs des spectateurs. Exilé qui est le plays et derrière le Nashor qui est engagé par UOL. Il faut pas faire ça, UOL encore une fois. Là on a limite regardé l'action, il est en train de regarder le cast de gaming pour savoir si le Ryze allait survivre. Mais là encore une fois il va dans une situation où c'est à 50-50. Sauf que là ils vont craquer et j'ai peur qu'ils le fassent. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Vraiment on a un Ryze qui va revenir avec son TP. Est-ce que c'est la bonne action? Totoro qui se fait ramener, le coup de tête au flashing de White Knight. 2 joueurs collés au mur, l'arrivée de Colt. Et Samux du haut de ses 4 items qui bombarde un jump in peut-être au flashing directement sur l'inébranlable Promiscue qui encaisse un premier kill pour Promiscue, un deuxième également. Là-dessus, plus de Caitlyn, plus de Jace, plus de dégâts. C'est la débâcle chez H2K. C'est exactement ça qu'il fallait faire depuis le début. Et là, le Ryze est présent. On gagne une teamfight. On récupère le Nashor.
on back, et là on push le top, et là on push le mid, et là on push le bot. C'est enfin ce qui était demandé. Ça a pris peut-être 8 minutes à comprendre et à pouvoir l'initier et le fait de manière propre et solide. Là c'est cool, là on voit un bon UL sur cette phase de jeu et je suis très content de voir que leur bon early game est transitionné vers un très bon mid game là. Effectivement, c'était pas gagné. Et quel teamfight là pour UOL et ce Nashor, complètement mérité, qui devrait leur permettre, peut-être pas de forcer le coup de grâce, mais clairement de poser une grosse hémorragie sur les organes vitaux d'H2K, à savoir cet inhibiteur bot qui est à nu, et la top lane également, on va exiler déjà en place pour aller push cette T3. Voilà, une T2 qui vient de tomber dans leur poche, le Nashor qui tombe, mais également parfait. Totoro qui joue avec Noner une fois de plus, et le 5ème slot qui va pas tarder à être complété. Ouais, là effectivement la BT maintenant à Tristana, ça va coûter très cher. On va revoir cette teamfight hein. Là c'est bien, on a attiré 2 personnes, Zoé et Jay c'était sur le bot side de la carte. J'aurais bien aimé White Knight qui engage, Jarvan qui go, Tristana qui jump maintenant, plutôt que tenter de faire le Nashor. On va chercher le Zac. Ça a mis un peu plus de temps que prévu, mais voilà, il y a eu une bonne tempo, heureusement que Totoro est assez tanky. Ouais, le Let's Bounce, beaucoup de CD d'investis sur Alistar, hein, et derrière le flashing de White Knight. Ouais, c'est très bien fait de la part de White Knight, hein, parce que du coup on one-shot SmittyJ avant qu'il puisse faire un maximum de dégâts. Peut-être que la fight aurait été différente. Le flashing de Samux aussi très autoritaire, hein, qui force les 2 frontliners à rester sur la Tristana, libérant les 4 autres joueurs UOL, et derrière les flux essentiels qui s'enchaînent, la puissance arcanique de Sorise d'Exilé qui proposera un double kill. Très bien fait une fois de plus. Avec ce Nashor, on a de quoi arriver à clore cette game pendant qu'on voit un Santorin dubitatif. On est à 9k gold de d'écart. Est-ce que H2K peut comeback? Non. Non, vraiment non. Parfois c'est bien de pas laisser de suspense. Parce que c'est vrai que même... c'est compliqué de l'imaginer. Genre je vois même pas comment il pourrait one-shot quelqu'un. Tu vois, on a un Zac qui peut engager de très loin. Mais dans l'optique où il ramène la Tristana dans la fight, dans l'ulti d'un Braum, dans un combo de Jace ou peut-être dans un slip de Zoé, ce serait idyllique. Ce serait beau en tout cas si ça arrive. Et ça prouverait une belle force mentale pour les H2K, mais ça me paraît assez compliqué. Exali est trop fort à l'heure actuelle, Ailey, et Tristana est quand même à 410 creep et à vraiment 4 items hyper solides. Et les 8 tours qui sont tombés, et ça fait du bien. Ça y est, la barre des 10k gold vient d'être franchie. 2 inhibiteurs à nu, un Exilé qui continue de maintenir sa pression au niveau de cette top lane. Pression matchée par White Knight au niveau du bot side. White Knight qui va pouvoir se venger vis-à-vis de cette phase de lane martyrisante de la part du Jace de SmittyJ. Et on le voit, la défense H2K qui ne sait plus où donner de la tête. Exilé sous shield, on maintient la pression, la T3 qui est mid-life. Samux qui enchaîne les auto-attaques sur Santorin et sur cet inhibiteur. Ça coule de tous les côtés le bateau H2K. Ouais, Ryze, effectivement, personne ne peut le match sur le top side. Et Exilé en plus qui s'est sorti d'une bonne situation plutôt, ça n'encourage pas les H2K à se dire est-ce qu'on retenterait pas un 2v1 où Exilé nous a outplay entre guillemets. Donc ouais, inhibiteur du mid récupéré, on a l'inhibiteur du top qui va tomber on a vu dans les 30 prochaines secondes. Vu comment ça se dessine et on a un Gnar également au bot qui avait pris l'ascendant sur son Jace, donc ouais effectivement ça me paraît compliqué. Oh là là, 3 inhibiteurs de validé, encore une minute de Nashor. Les vagues de sbires qui sont déjà dans la base adverse pour H2K, cette défense va être très dure, quoique attention Exilé ici en difficulté. On trouve un petit burst, arrivée de Totoro, sous gloire du juste, Totoro, volonté inébranlable, l'arrivée de Cole, le Let's Bounce encore sur le support adverse, un choix contestable pour Santorin, le cataclysme. Tellement de dégâts, l'arrivée de White Knight également, le méga Gnar sur un seul joueur, malheureusement Samux qui s'envoie sur les bâtiments. Attention, quand même la H2K qui est en train de revenir légèrement dans la teamfight, on a une Tristana qui n'est pas présente. Mais alors, il manquait le E. Mais du coup, ouais, ça a failli suffire. Oh là là, Samux qui est présent maintenant, le Buster Shot à l'inside pour SmittyJ, Totoro encore, un très bon combo, Totoro qui paye pour ses péchés, mais le mal est fait. Plus de D4, le Nexus est annulé, mais Gasbir sous Nashor sont légion. Derrière White Knight qui va double jump in, là-dessus SmittyJ qui vient de tomber, Sheriff également, grande difficulté, Promiscue sous le feu nourri de l'ADC des UOL et UOL enfin pour cette victoire, première victoire des Licornes de l'amour. Ouais, victoire dans l'ensemble méritée. C'est vrai que l'engage de Trashy au level 2 était... il est français d'ailleurs le manager. Hein. Ah ouais? Il est français, j'ai envie de son pseudo ni son prénom. L'héritage de la Bige. Je sais qu'il est français exactement, et je pense qu'on lui a demandé de porter le costume. Tu seras le nouveau Romain Bijard. dans le CV il y a dû écrire ça. Mais ça fait du bien à mon avis pour eux, puisque même Chippy est un très bon coach je trouve, et je suis heureux de le voir retrouver le sourire. Et du coup on va pouvoir aller serrer la main des adversaires. Mais ouais voilà, un early plutôt bien maîtrisé, on a perdu la tour du top, mais on a réussi à récupérer la tour du bot, le Ryze était plutôt devant.
un mid-game, je dirais, laborieux. Alors pas laborieux dans le sens très péjoratif du terme, mais on aurait pu faire mieux pour essayer de snowball. On a cherché beaucoup à faire le Nashor. On n'avait pas assez de dégâts, on n'avait pas de dragon de la montagne, on n'avait pas de dégâts qui pouvaient scale, des dégâts adaptatifs. Donc on s'est contenté de perdre un peu de temps jusqu'à ce que on a cherché un go-in sur le Ryze. Ryze est venu à la base, il a TP, le bon go-in de la part de White Knight. Et là derrière, parce qu'on a fight en étant devant, c'est toujours intéressant. Parfois il faut savoir engage en pensant que c'est 50-50, mais en fait comme tu es tellement devant, ça devient un 80-20. Et là il suffit que tu joues bien, tu as des bons joueurs, tous les mecs sont challenger. Donc c'est bien fait de la part du UOL et Ellie, et ils méritent leur victoire. Ouais, clairement une belle victoire et rassurante pour les fans des licornes une fois de plus, avec un exilé qui a soufflé le show cette semaine par rapport à la semaine précédente. On a tenté les plays, on a vu un gros état de confiance, parfois un petit peu trop. On se souvient de cette mort en 2v1 et ce flash non utilisé. Mais globalement le joueur semble persistant. On aura un gros test demain également pour UOL, puisqu'ils vont devoir jouer contre Vitality, qui est l'une des très grosses équipes en forme. À voir évidemment la semaine d'entraînement de Vitality, c'est vrai qu'on les attend au meilleur niveau, un peu, donc ce sera la 3e game, mais après les semaines d'entraînement peuvent être différentes, nouveau patch, tu vois, genre nouvelle manière de penser, et peut-être que du coup les UOL sont prêts et on s'en rend pas compte par rapport à des H2K un peu fébriles, mais du coup ouais, ça va être hyper intéressant de voir comment ils se comparent en fait suite à cette game, parce que c'était le 9e contre le 10e si je ne me trompe pas, ça. Donc c'était pas, voilà, c'était le bas du classement, de voir contre une équipe qui est théoriquement un peu meilleure qu'eux. Effectivement, ce sera demain, ce sera le match d'ouverture, d'autant plus sur le UOL Vitality, donc demain 17h sur Gaming, soyez au rendez-vous. On va pour enchaîner sur la 2e game de la journée. Un petit mot rapide sur le Giants Rocket qui arrive. Ouais, bah du coup moi j'attends beaucoup de ce match, parce que c'est deux équipes qui ont surpris, qui sont vraiment intéressantes. Et puis même de voir Djoko, Steelback, Betsy, qui sont des personnes que j'aime bien, réussir à ce niveau-là après leur changement. Tu vois, Djoko qui est un peu décrié chez Vitality, Betsy, on se posait la question chez Rocket de ce qu'ils faisaient là, mais là aujourd'hui ils arrivent à prouver leur niveau et à prouver leur capacité au LCS. Donc ça va être un match super intéressant que nous allons regarder avec beaucoup de passion et de bonheur. Bien entendu, tout ça ce sera après une petite page de publicité. On revient dans quelques minutes sur Gaming, à tout de suite.